Chers amis, shalom. La conférence de San Remo donne un cadre juridique international à la promesse de Balfour. Mais l'année 1920 sera aussi celle des premières épreuves. Très vite sur le terrain, les tensions éclatent entre juifs, arabes et britanniques. Car entre la reconnaissance officielle d'un foyer national juif et sa réalisation sur le sol, il y a un fossé que le peuple juif va devoir traverser, souvent dans le sang. San Remo, la confirmation internationale. En avril 1920, à San Remo, en Italie, les puissances alliées confient le mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne. La résolution de San Remo incorpore explicitement la déclaration Balfour dans son texte. Le foyer national juif n'est plus une simple promesse diplomatique, c'est désormais un engagement de droit international. Et pour la première fois depuis la destruction du temple en l'an 70, une décision internationale reconnaît le lien du peuple juif à sa terre. 2 ans plus tard, le mandat est approuvé par la Société des Nations avant d'entrer officiellement en vigueur en septembre 1923. Ce mandat couvrait l'ensemble de la Palestine historique, Judée et Samarie incluses. La Société des Nations a encouragé clairement l'établissement d'implantations juives sur ces territoires, un droit jamais abrogé. En 1945, l'article 80 de la Charte des Nations Unies maintiendra les droits accordés par les mandats de la Société des Nations. Ainsi, le droit des Juifs à s'établir en Judée-Samarie demeure reconnu, tandis que l'occupation jordanienne de 1948 à 1967 n'a jamais été légalement reconnue. Mais dès 1921, Winston Churchill, secrétaire d'État aux colonies britanniques, divise ce territoire d'un trait de plume. Tout ce qui est à l'est du Jourdain est donné à l'émir Abdallah, qui deviendra la Transjordanie, soit environ 77% de la Palestine mandataire, l'actuelle Jordanie. Israël se retrouve réduit aux 23% restants à l'ouest du Jourdain. Les premières émeutes. La reconnaissance internationale ne suffit pas à pacifier le terrain. Dès 1920, des émeutes anti-juives éclatent dans Jérusalem. Des quartiers juifs sont attaqués. La police britannique réagit avec une lenteur calculée. En mai 1921, c'est Yafo Tel Aviv qui s'embrase. Des foules arabes attaquent des quartiers juifs. 50 juifs sont tués. La réponse britannique sera l'instauration de limites à l'immigration juive. C'est la première capitulation devant la pression arabe. Dans ce contexte, la Haganah, organisation d'autodéfense juive, prend son essor pour défendre la terre. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Le grand moufti de Jérusalem. Derrière les émeutes de 1920 se profile déjà une figure qui va dominer la politique arabe en Palestine pendant 2 décennies. Amin al-Husseini. Né dans une famille aristocratique de Jérusalem, il est nommé grand moufti de Jérusalem en 1921 par les Britanniques, une décision qui se révélera lourde de conséquences. Al-Husseini fait de la lutte contre le sionisme le centre de son action. Il joue sur la fibre religieuse, présentant le projet juif comme une menace contre l'islam et les lieux saints. Ses discours sont violents, ses appels à la résistance sans ambiguïté. En 1929, il orchestre une campagne de rumeurs affirmant que les Juifs menacent la mosquée El-Aqsa. Et le 23 août 1929, jour de Shabbat, des centaines d'Arabes armés se lancent sur la communauté juive d'Hébron. Le massacre d'Hébron. Hébron est l'une des villes les plus anciennes de la présence juive en terre d'Israël. C'est la ville d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la ville où David est sacré roi. Et en 1929, la ville abrite une ancienne communauté juive, principalement des étudiants de yeshiva et des familles. Ils vivent parmi leurs voisins arabes depuis des générations. En 2 jours, cette communauté est décimée. 67 juifs sont massacrés dans les maisons, les synagogues et dans les rues.
la communauté est anéantie. Les survivants sont évacués par les Anglais. Hébron est vidé de ses Juifs pour la première fois depuis des siècles. Ce massacre marque un tournant et le conflit devient existentiel. Il montre aussi avec cruauté que la violence n'est pas accidentelle, mais permise par le mandat britannique. Pour le Yishuv, la leçon est amère, mais nécessaire. La sécurité du peuple juif ne peut dépendre que de lui-même. La grande révolte arabe. Les années 1930 voient l'immigration juive s'accélérer. La montée du nazisme en Allemagne pousse des dizaines de milliers de juifs à fuir vers la Palestine. En 1936, sous l'impulsion du grand Moufti, la révolte arabe éclate. C'est un soulèvement général, grève dans les villes arabes, attaque contre des implantations juives, embûches sur les routes. La révolte dure de 1936 à 1939. Elle fait des centaines de morts et déstabilise le mandat britannique. Pour le Yishuv, ces années sont celles à la fois d'un durcissement et d'une maturation. La Haganah se structure, les institutions juives se consolident, et un officier britannique chrétien, Ord Wingate, entraîne les unités juives de nuit et organise le futur de l'armée israélienne. La commission Peel, le premier partage. Face à la révolte arabe, les Britanniques envoient une commission d'enquête présidée par Lord Peel. En juillet 1937, son rapport conclut que la cohabitation est impossible et propose pour la première fois la partition de la Palestine en deux États. L'État juif proposé est minuscule, moins de 20% du territoire à l'ouest du Jourdain, soit environ 4 à 5% de la Palestine mandataire originale après la coupure de Churchill en 1921. Il n'inclut ni Jérusalem ni Hébron, mais c'est un État. La direction sioniste menée par David Ben-Gurion accepte le principe du partage avec une prudence réaliste. Ben-Gurion dira: Nous utiliserons cet État pour recevoir les masses d'Israël que nous rassemblerons, et alors nous ferons ce que nous n'avons pas pu faire quand nous étions sans patrie. Sous la conduite du grand Moufti, les responsables arabes adoptent une position de refus absolu. Ni partage de la Palestine, ni présence nationale juive sur cette terre. Le livre blanc et la trahison britannique. En mai 1939, quelques mois seulement avant que la Shoah ne commence en Europe, le gouvernement britannique publie le livre blanc MacDonald. Ce document limite l'immigration juive à 75 000 personnes sur 5 ans et interdit les achats de terres par des juifs. C'est un retournement brutal. La Grande-Bretagne trahit la promesse de Balfour au moment le plus sombre de l'histoire juive moderne. Pendant que des juifs fuient l'Europe en flammes, les ports de la Palestine se ferment. Des bateaux de réfugiés sont refoulés. Et dans les camps du Yishuv, une détermination silencieuse et farouche grandit. Quoi qu'il arrive, le peuple juif aura son État. L'histoire et la providence ne permettront pas que la porte se referme. Ésaïe 49, 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fils qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Un chemin de croix qui mène à la délivrance. Entre 1920 et 1939, le Yishuv a survécu à des émeutes, des massacres, une révolte arabe de 3 ans et à la trahison des Britanniques. À chaque crise, il a tenu bon. Les institutions se sont renforcées, l'économie s'est développée, la défense s'est organisée. La résistance du Yishuv durant ces années-là n'est pas seulement une victoire humaine, c'est le témoignage d'une promesse divine qui tient quand tout le reste vacille. Le Dieu qui avait dit « Je vous rassemblerai » n'a pas oublié sa parole. Il conduit son peuple à travers le feu, comme autrefois dans le désert, vers une terre qui lui est préparée depuis l'éternité. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment, face à la montée d'Hitler, les portes de la terre d'Israël se ferment aux Juifs d'Europe.